Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous Bonsoir. m'entendez tous bien. N'hésitez pas à le faire savoir dans le chat. Ça marche parfaitement. Bienvenue à tous. Bienvenue pour cette dernière Agile Nights en compagnie d'Adric et Franck, que je vous Bonjour à présente tous. tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler bien-être et agilité. Bon, tout d'abord, je vais me présenter rapidement. Je suis Florian, chargé de marketing et de communication chez Hippon Technologies. Un rapide tour de l'outil que vous avez face à vous. Donc, sur votre droite, vous avez un petit panneau où vous pouvez discuter en direct avec nous et poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions qui est prévu à cet effet et nos speakers y répondront à la fin de leur intervention. Et vous pouvez aussi noter les questions qui vous intéressent le plus. Je vais également mettre un sondage, un rôti. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, d'y répondre. C'est important pour nous d'avoir vos retours sur les présentations. Alors, un petit focus rapide sur Hippon Technologies qui organise ces soirées. Donc, nous sommes un cabinet de conseil. On accompagne des entreprises de tailles variées, de secteurs variés. Voilà. On accompagne des startups, des grands groupes, des acteurs publics. Donc, on accompagne principalement nos clients dans le développement et la transformation de leur système d'information. Quelques chiffres rapidement. Donc, Hippon, c'est aussi 500 passionnés qui sont répartis dans 4 pays. Donc, la France, bien sûr, les États-Unis, l'Australie et la Russie. Et on a comme ambition de recruter notre 1000e collaborateur pour 2024. Concernant les Agile Nights pour les nouveaux, ce soir, donc qu'est-ce que c'est les Agile Nights? C'est une série de 3 webinaires. Donc les 2 premiers ont eu lieu le 8 et 10 décembre dernier. On y a parlé agilité à distance et agilité à l'échelle. Aujourd'hui, on parlera bien sûr du bien-être des personnes. Donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à les voir en replay. Ils sont disponibles. Donc soit via ce QR code ou vous allez sur hippon.tech et dans la page d'accueil, vous aurez un lien. Pour ce soir, alors, voilà, Adric et Franck seront vos intervenants. Ils vous parleront, en fait, ils vous feront un parallèle entre le fonctionnement de la Navy et l'agilité, donc avec un focus sur le bien-être des personnes. Voilà, donc moi je vais donner la main à Adric et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Voilà, bon webinaire à tous. C'est parti. Eh bien, rebonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci. Ça fait toujours plaisir de voir des gens qui se connectent. C'est un sujet qui nous tient à cœur. C'est une réflexion qui date de longtemps. Et donc, avec Franck, on se propose de vous parler de l'agilité, du fonctionnement de la Navy, en quoi on peut faire des parallèles, comment ça peut se mettre au service des personnes. Alors, pour se présenter peut-être, pour ceux qui ne nous connaissent pas, ah oui, alors tiens, le déroulement, ou comme tu veux, Franck, voilà. On va parler de la Navy, comment ça fonctionne. On va voir ensuite le monde de l'entreprise, comment ça fonctionne avec la réalité de l'entreprise en elle-même. Et on va voir ensuite comment on peut refaire le lien avec tout ça sur comment apprendre la Navy pour gérer le bien-être des personnes et comment on s'assure que tout va bien. Et puis après, on aura une phase de questions-réponses en direct. N'hésitez pas, on est entre nous, donc il ne faut pas être timide. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aldric, je suis coach et expert agile, je suis dans le domaine de l'IT et du développement depuis longtemps, une vingtaine d'années. Et donc j'ai connu l'agilité. J'étais assez réticent au départ et c'est entre 2009 et 2010 que j'ai eu l'opportunité de découvrir ce monde-là et de découvrir pourquoi il y avait des choses qui ne me plaisaient pas dans les entreprises et pourquoi je m'entendais mieux avec les ordinateurs qu'avec les personnes. Il me manquait quelques clés et ça m'a ouvert plein de perspectives intéressantes. Et du coup, oui, de mon côté, donc oui, moi je m'appelle Franck, donc je suis coach et expert agile aussi. J'ai aussi une expérience en fait de tech au départ. Je suis un développeur. Ça fait 14 ans que je travaille désormais et ça fait presque 12 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'agilité où je suis tombé dedans par hasard.
au gré d'une mission, et au final, ça a complètement changé ma façon de voir mes missions, ma façon de travailler. Et c'est la raison pour laquelle on partage quelques anecdotes avec Aldric ce soir. Très bien, merci Franck. Alors, la Navy. Un monde qui fait parler de lui. La Navy, c'est une unité qui est quand même, voilà, un corps de l'armée très célèbre, qui a une belle image, mais ça reste malgré tout l'armée. Donc pourquoi on parle de la Navy ce soir? J'ai pas mal évolué dans le monde des éditeurs de logiciels en interne. Et à un moment, j'ai connu la notion de mission quand j'ai rejoint les entreprises de type ESN. Et j'ai découvert qu'il y avait tout un pan de réflexion où il manquait des éléments. Dans ces réflexions-là, il y avait toute la notion de sécurité psychologique. Comment on fait pour s'assurer de la sécurité, voire de la sûreté? Alors, je vais vous parler de la différence tout à l'heure. Des personnes, lorsque par la nature de l'activité, vous n'êtes pas dans les locaux de votre employeur, mais vous êtes dans les locaux, la majorité de votre temps, de vos clients, des personnes, voilà, qui ont un partenariat avec votre entreprise. Comment est-ce qu'on peut concilier finalement ces aspects-là quand on n'est jamais à demeure? C'est pas simple. Et donc, je me suis souvent demandé, mais comment on peut faire? Sur quoi on peut s'inspirer? Et à un moment, j'ai vu un certain nombre d'articles qui m'ont permis de faire un lien. Et donc, ce sont des articles sur la Navy, son mode de fonctionnement, à la fois sur les unités classiques, mais aussi sur des unités un petit peu plus, on va dire, hors normes, les Navy SEAL, les forces spéciales, et ainsi de suite. Alors, le monde de la Navy et l'agilité, ça paraît un peu incongru, finalement, de faire un lien entre les deux. L'armée, c'est très hiérarchique. On parle du command and control, c'est une notion militaire avant tout, hein, le command and control. Alors, quand on parle de command and control, en général, quand on est dans le monde de l'agilité, on a les poils qui poussent, voilà, les poils se hérissent, comme on dit. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses intéressantes dont on peut s'inspirer. Moi, personnellement, je n'ai pas une expérience avec l'armée. Et donc, finalement, ma vision de l'armée est basée sur un certain nombre de croyances. Et ces croyances, sur quoi elles se basent? Sur, finalement, notre environnement culturel et notamment le cinéma d'Hollywood. Souvent, quand on pense à la Navy, on pense à des héros. Mais la Navy, c'est certainement pas des personnages comme là, Rambo. Vous savez, la personne que l'on envoie sur le terrain, qui va résoudre tous les problèmes, qui va finalement réussir là où tout le monde a échoué, envers et contre tous. Et la Navy, malgré toute l'image qu'on peut en avoir, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Là, l'image que vous voyez, c'est l'image d'un chien qui fait partie des forces spéciales de la Navy, qui s'appelle Cairo. Alors, pourquoi on a une photo de ce chien? Parce qu'au final, des personnes qui font partie de la Navy ou des forces spéciales même en général, il n'y a pas trop d'articles sur eux, il n'y a pas trop de photos. Ce chien est un peu particulier, il a participé à une opération qui s'appelle Neptune Spear, qui correspond en fait à la capture et pour le coup, ça a été aussi l'assassinat de Ben Laden. Donc, on est très loin finalement de l'image qu'on peut se faire. Et finalement, ce chien, pourquoi il était sur place? C'est toute une organisation qui a eu lieu. C'est une opération qui a nécessité plus d'un mois de préparation, de reconstitution des lieux, d'entraînement. Et il y avait énormément de personnes qui étaient là en support, en protection. En protection pour notamment les soldats qui intervenaient, qui étaient vraiment au cœur du bâtiment où Ben Laden était retranché.
Et il y a vraiment cette notion de support. Et c'est là qu'on voit que finalement, il faut peut-être casser l'image que l'on a de l'armée, de la Navy par rapport à ce que l'on connaît de la culture hollywoodienne et se rapprocher à la réalité de ce que ça peut être. Pour toi, Franck, normalement, à quoi ça correspond, la Navy? En fait, la Navy, il faut savoir que, avant tout, c'est un travail d'équipe. Quand on est dans la Navy, on travaille ensemble. C'est vraiment l'ensemble de personnes qui travaillent vraiment les uns avec les autres. Et comme tu le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour envoyer un hyper expert solutionner les problèmes extrêmes en solitaire. Rambo ou Chuck Norris, c'est du ciné, ça n'existe pas. On a beau le vendre partout, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment avant tout un travail d'équipe. Chacun a vraiment ses spécialités au sein d'une même équipe pour mener à bien une mission ou une opération, comme ils appellent, et qui prépare à l'avance. Et quand ils les préparent, ils les préparent tous ensemble. Là, comme ce que vous voyez, on est dans une salle de briefing où, après la préparation, on expose la mission ou l'opération et on la présente vraiment avant le lancement d'une opération ou d'une mission dans le but que tout le monde soit au courant de tout ce qui va se passer. Et surtout, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont soudés. Voilà, ils s'épaulent. Franchement, ils travaillent tout le temps main dans la main. On a toujours cette image du haut général ou du haut amiral qui va donner des ordres, etc. à la personne en dessous. Oui, ça existe, effectivement, parce que c'est une hiérarchie militaire. Cette hiérarchie militaire, en fait, on l'appelle la chaîne de commandement. Elle est là. Elle est vraiment là. Ça, il ne faut pas se le cacher, elle existe. Mais elle a un but très particulier, en fait, parce que quand on veut lancer une mission, la prise de décision, d'une manière générale, elle est réalisée et elle est validée en accord avec cette chaîne de commandement. Il ne peut pas y avoir juste une personne, un chef de groupe qui va prendre la décision du lancement d'une opération, parce que ce sont des opérations publiques, forcément, et tout le monde va en être au courant. Si jamais il y a un échec, ce serait la catastrophe. Donc, il y a forcément une chaîne de commandement. Et cette chaîne de commandement, elle démarre du chef d'escouade et elle remonte même, quand on parle de la Navy américaine notamment, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle actuellement, elle remonte carrément jusqu'au président des États-Unis. Alors effectivement, quand il y a des petites opérations, ils vont déléguer, ils ne vont pas forcément remonter tout en haut pour lancer une petite opération de routine ou de reconnaissance. Mais cet ensemble hiérarchique, il est avant tout là pour sécuriser la mise en place d'une solution. Et comme vous le voyez en fait sur ce schéma, il n'existe aucun trou dans cette chaîne de commandement. Tout est défini, tout est cadré, mais vraiment poussé à l'extrême. Et le haut de la chaîne est au fait de tout ce qui se passe en bas de la chaîne de commandement, quoi qu'il arrive. Alors ça, c'est vraiment pour la prise de décision, mais au final, comment ça se passe une opération? Une opération, quand elle est lancée, l'équipe, en fait, les équipes qui sont lancées, en fait, ne sont jamais toutes seules. Elles ne sont jamais seules au combat, elles ne sont jamais seules sur le terrain. Elles sont épaulées par ce qui s'appelle le Command and Control Center. Là, c'est en fait celui que vous voyez, c'est au NORAD. Ça fait partie, en fait, c'est la Navy plus l'armée de l'air, en fait, qui s'occupe de ça. Ça permet, en fait, au final, une communication bidirectionnelle efficace. Sur le terrain, il faut savoir que les informations vont toujours être différentes que ce que peut donner un satellite, et inversement. Et ça, bien sûr, le Command and Control Center sera présent et disponible pour les équipes en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quand une opération prend du temps, il n'y aura jamais un moment où le Command and Control Center va prendre congé en disant « c'est bon, je suis en week-end, je ne m'occupe pas de ça ». Non, ils sont toujours là pour épauler les équipes et pour leur donner des informations sur ce qui se passe. Quand on prend par exemple l'assaut en territoire ennemi, la communication en continu permet vraiment d'échanger les informations vitales du terrain, parce que, comme on vous l'a dit, les informations en fait sont différentes selon les façons dont on les récupère, et permet du coup en fait d'avoir une vision plus large pour les équipes du terrain que ce qu'ils ont que ce qu'ils vivent en même temps. Donc en fait, qu'est-ce qu'ils font que lorsqu'il y a par exemple une difficulté sur le terrain, le Command and Control Center peut prendre le relais pour les aider, ce qui permet d'assurer une forme de sûreté, aussi bien psychologique, mais aussi une forme de sécurité, comme disait Aldric, on va vous expliquer la différence. Et comment ça se passe quand un assaut tourne mal? Normalement, au départ, tout est préparé au millimètre pour que l'opération se passe au mieux.
Donc, on a le briefing complet qui est initialement qui est lancé avant la mission. Et ce briefing permet d'avoir le lancement de la mission, son action et surtout son retrait. C'est souvent ce qu'on oublie, c'est qu'une mission, en fait, ça ne se passe pas comme ça, j'envoie des troupes sur le terrain, elles font le travail, une fois que le travail est fait, c'est terminé. Non, la mission passe aussi par la période du retrait des troupes. Si on prend par exemple une histoire vraie, parce qu'on reste quand même aussi dans le cinéma, un truc qui a été raconté, c'est, vous connaissez sans doute le film La chute du Faucon Noir, qui raconte en fait l'histoire de l'assaut raté en fait des forces armées américaines à Mogadiscio. Donc la Navy en faisait partie, c'était les SEALs qui étaient là-bas, donc c'était les opérations spéciales. En gros, tout avait été préparé en avance. Une opération où ils ont minutieusement préparé toute l'action pendant plusieurs mois pour la capture en fait d'un chef rebelle. Tout se passe bien au départ, la capture se fait et au final, c'est un échec absolu. Ils se retrouvent complètement submergés par la totalité de la ville. Ils sont en territoire ennemi, encerclés, épuisés. Et ils ont compris qu'ils avaient perdu l'initiative. Et quelle était la solution par la suite? C'est comment récupérer les troupes. Parce que c'est ça aussi, le Command Center, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout leur possible pour récupérer les troupes. Le commandement ne lâche jamais ses troupes. Ça n'arrive pas. Sauf bien entendu quand ils sont capturés, mais ils font tout pour les récupérer. C'est vraiment essentiel pour eux. Tout est mis en place, tous les efforts possibles sont mis en place pour les rapatrier. Mais attention, là, on parle vraiment des opérations dites officielles. On ne parle pas des opérations, ce qu'on appelle les Black Ops. Les Black Ops qui sont vraiment pas vraiment de la Navy, c'est plus le contre-espionnage, où ce sont vraiment des opérations qui sont non officielles, pas de couverture, les gars sont envoyés dans la nature, etc. Mais là, on n'est pas tout à fait certain que ça existe. A priori, si, même en France, ça existe, hein, malheureusement. Mais bien sûr, c'est vraiment un contexte totalement différent. Et donc, en fait, cette connaissance de toutes les options via la chaîne de commandement et la préparation de la mission et le Command and Control Center, ça a vraiment pour but d'avoir une communication efficace, avoir toujours une réponse à une question qui peut se poser. Même les événements les plus incongrus, il faut avoir une capacité de trouver une réponse pour ne pas laisser les troupes dans le besoin et en danger. L'autre avantage, c'était cette sécurité psychologique supplémentaire. Parce que quand on est couvert, on n'est pas seul. Être sur le terrain, c'est difficile. C'est difficile physiquement et psychologiquement. Donc, quand il y a forcément un ensemble de personnes qui est derrière pour vous épauler, vous allez vous sentir mieux. Et ça, c'est important, bien que le danger reste le même. Alors, au final, les points intéressants à retenir sur cette partie-là, c'est que l'adéquation des compétences et du matériel, c'est clairement insuffisant. Effectivement, on a besoin d'une solidité psychologique pour le soldat qui tient essentiellement à sa connaissance du support. La chaîne de commandement qui permet donc d'anticiper collectivement toutes les décisions et une communication bilatérale constante, ce qui rend franchement les décisions possibles à tout moment. Alors ça, c'était vraiment une présentation assez large et assez soft de la Navy, mais Aldric, du coup, comment ça se passe, d'après toi, vraiment dans le monde de l'entreprise actuellement? Alors, si on revient dans la réalité du monde de l'entreprise, une entreprise est responsable de ses employés, de ses collaborateurs. Donc, si on prend le cas des cabinets de conseil, des sociétés de services qui ont des consultants, on doit pouvoir s'assurer de la sécurité. Alors, non seulement de la sécurité, mais aussi de la sûreté. Alors, quelle est la différence entre les deux? La notion, elle tient au fait que la sécurité, c'est tous les événements qui, par exemple, un incendie, un accident de la route, des événements qui, à un moment, peuvent porter préjudice à une personne. Donc, quand vous avez des employés, dans le cadre d'une entreprise, vous assurez que tout est en place dans les locaux. Vous allez avoir des systèmes contre les incendies, et ainsi de suite. Vous avez aussi un certain nombre d'instances en termes de soutien, même psychologique, au niveau des collaborateurs. Alors ça va dépendre des secteurs d'activité, de la taille de l'entreprise. Et la sûreté, ça intervient quand finalement une personne peut être amenée à travailler dans un environnement qui peut être hostile. C'est quand il y a une notion d'hostilité.
Et au final, quand on ne travaille pas dans les locaux de son entreprise, oui, on peut se retrouver du fait de travailler avec la concurrence. Toutes les entreprises n'ont pas d'éthique. Toutes les entreprises n'ont pas, on va dire, des bonnes réactions vis-à-vis de leurs concurrents. Il peut y avoir des conflits d'intérêts. Et tout ça, ça va permettre que des situations d'hostilité se mettent en place. Et là, on parle pour le coup de mécanismes de sûreté. Et c'est là où on voit un peu plus le lien finalement avec l'armée. Mais malgré tout, on est très très loin du niveau, enfin, voilà, de ce que peut vivre un soldat. Si on prend donc l'exemple que nous avons à l'image, certains reconnaîtront peut-être cette image, nous avons un certain monsieur Christian Wolff, qui est un spécialiste en jury comptabilité, qui travaille pour une firme comptable en Illinois. Alors, il a la particularité d'être autiste, mais d'être pour le coup aussi un génie en mathématiques, donc ça lui sert bien. Et donc, il travaille, il rencontre finalement un commanditaire, qui est le PDG donc d'une entreprise, Lamar Blackburn, ainsi que sa sœur associée Rita Blackburn, et le directeur financier Ed Chilton. Ça, c'est quelque part ce que, voilà, c'est le grand classique. Il y a un besoin dans une entreprise, on va rencontrer finalement les commanditaires, on va s'assurer d'avoir à disposition un certain nombre de personnes, un certain nombre d'éléments. Alors, comment c'est cadré en général ces missions? Alors, si on regarde l'image suivante, d'abord, il y a une approche où on va s'assurer que les enjeux de la mission sont en adéquation avec le savoir-faire et donc toutes les connaissances que peuvent avoir le consultant que l'on envoie. À un moment, donc ce consultant, lui, une fois qu'il est sur place, il va s'assurer qu'il a l'ensemble des informations nécessaires pour effectuer son travail. Donc là, on a 15 ans de comptabilité. Mais il va avoir aussi besoin d'un certain nombre d'outils, d'infrastructures, de moyens mis à disposition, y compris de mandats pour pouvoir collaborer avec un certain nombre de personnes. Puisqu'il faut quand même un certain nombre d'appuis internes. Donc là, ici, nous avons une jeune femme qui s'appelle Dana Curling, de façon à avoir voilà, toutes les informations. Et donc, si on regarde de cette façon de faire, c'est vraiment ce qui se passe finalement quand on envoie un consultant. On envoie un consultant en mission, on va vraiment sécuriser de cette façon-là. Et au final, on a fait un peu le tour de tout ça, on se dit, mais oui, tout est cadré quelque part. Et au final, dans le monde de l'entreprise, tout est déjà prévu. Comme je le disais au début, de toute façon, l'employeur, bon, il est responsable de la sécurité de ses collaborateurs. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a un certain nombre d'obligations légales qui font que voilà, une entreprise ne peut pas faire n'importe quoi. Tout doit bien se passer. Et donc, sur ce postulat-là, tout ne peut que bien se passer. S'il y a un problème, au final, en termes de suivi, eh bien, comme notre consultant, on va émettre, alors très souvent, ça peut se faire en direct, alors on va parler de one-to-one ou de face-à-face avec son manager. Dans le cas qui nous intéresse, là, il y a un certain nombre d'échanges et de rapports qui se fait au travers de l'ordinateur, avec là une personne que l'on appelle la voix. Donc on remonte toutes les infos de façon à ce que finalement la personne qui s'assure que tout se passe bien puisse valider tout ça et puisse prendre les dispositions nécessaires. Et donc le manager finalement, c'est sur lui que repose entièrement le fait que tout se passe bien. S'il y a le moins de soucis sur une intervention, sur le travail d'un de ses managers, il doit tout garantir. Et là, on peut se poser finalement une question, c'est que
est-ce qu'on n'en reviendrait pas à un certain syndrome du super-héros? C'est-à-dire que, ok, avec le recul, on se dit, voilà, il faut privilégier le travail collaboratif. Si on peut éviter d'envoyer des personnes seules, c'est mieux. Donc on envoie des gens compétents. Si on peut en envoyer plusieurs au besoin. Et au final, ce qui fait que tout se passe bien et que quelque part, les engagements de l'entreprise sont intacts vis-à-vis de ces aspects, ça tient qu'à une seule personne, c'est le manager. Est-ce qu'on ne ferait pas finalement du manager une sorte de super-héros, mais un super-héros dans l'ombre? C'est-à-dire que oui, il n'est pas en mission, il a plein de choses à faire, il a plein de responsabilités, il doit se débrouiller pour trouver du temps, pour se mettre au courant de ce qu'il se passe, et si dans les bribes de temps qu'il arrive à consacrer à la récupération d'informations, il détecte quelque chose ou il arrive à anticiper quelque chose, hop, il doit intervenir, il doit faire en sorte que ça se passe bien et que tout soit transparent. Et là, franchement, quand moi je vois ça, ça me fait sourire. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck, mais franchement, est-ce qu'on peut vraiment croire que ce fonctionnement peut marcher? Eh ben, effectivement, c'est une bonne question parce que moi, personnellement, j'y crois pas. Franchement, le principe qui décide de tout, oui, c'est efficace dans les films. Oui, voilà, on voit Batman qui arrive à choper les méchants, à choper tous les super vilains, etc. Par la force de sa volonté, de son expertise, de son génie, etc. Mais dans la réalité, ça fait beaucoup de dégâts. Alors, ça fait aussi bien des dégâts pour le consultant, mais aussi pour le client. Et ça, c'est important, parce que des personnes qui sont envoyées toutes seules, qui vont potentiellement révolutionner toute une organisation d'entreprise, ça existe, mais ils font ça avec leur idée, et souvent, ça peut être très néfaste. Alors, du coup, comment est-ce qu'on peut mieux faire? Franchement, on vous parle d'une conférence agile, back to basic. Franchement, autant se reposer sur l'Agile Manifesto, le manifeste agile, avec la première valeur, à savoir les individus et leurs interactions, plus que le process et les outils. C'est vraiment ce qui permettra de recentrer sur l'humain et vraiment de comprendre que les personnes ont besoin d'aide, ont besoin d'être épaulées, ont besoin de support, et que les personnes, aussi puissantes soient-elles, peuvent se tromper. Donc, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir aussi bien sécuriser les personnes qui agissent que les personnes avec qui elles travaillent? Autre chose, on parle d'équipes support. Mais ces équipes support, elles sont primordiales parce qu'elles permettent vraiment de fournir des informations aux équipes terrain, comme ce qu'on expliquait pour la Navy. Batman tout seul, ça ne marche pas. Voilà. C'est qu'on idéalise Batman, mais Batman sans son Alfred, qui est son majordome, il ne pourrait pas se faire. C'est impossible. Bon, après, bien entendu, il a d'autres aides, Batman, bien entendu. Mais quand il a démarré, il n'y avait que son Alfred. Il était là pour l'aider au quotidien, aussi bien pour lui donner des infos quand il est dans sa tour de contrôle, mais aussi pour lui servir de frein dans ses axes de colère ou de dépassement de limites, ou bien, effectivement, pour lui redonner aussi de la motivation dans ses grands moments de doute. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, Batman, c'est aussi un grand névrosé. Donc, Alfred est là pour l'aider et pour le soutenir et pour lui apporter ce support psychologique dont il a besoin, mais dont il ne se rend même pas compte qu'il a besoin. Et ça, c'est aussi important. Beaucoup de consultants se retrouvent en entreprise sans avoir conscience qu'ils ont besoin d'un support psychologique. Autre chose, qui est bien sûr ce qu'on disait sur la Navy, cette communication bidirectionnelle constante. Donc, on parle de support, mais aussi la direction, ce n'est pas forcément ascendante, elle peut être aussi latérale. Donc, ne pas être isolé, c'est vraiment essentiel. Partagez tout ce que vous pouvez, ayez des moments privilégiés avec vos pairs pour pouvoir prendre du recul. C'est toujours important d'être dans une communauté pour pouvoir échanger de façon neutre, avec une distance, pour avoir un meilleur avis, des meilleures idées, des meilleurs conseils, et même une épaule sur qui on peut s'appuyer. Et bien entendu, quel que soit le visage du support, il est toujours là. Les équipes support, elles fournissent toutes formes d'informations. Donc, bien entendu, Batman, il va avoir Alfred, bien entendu, mais il va aussi avoir le commissaire Gordon, mine de rien, qui est un gros allié pour lui. C'est aussi un support. Mais aussi, quand il va entrer dans la Justice League, bien entendu, il va avoir Wonder Woman, qui est une personne qui l'aide aussi.
ils sont toujours là, ils sont indispensables et ils peuvent prendre plusieurs visages, équipiers, paires de substitution, aide externe, etc. Et c'est très important de savoir qu'on n'est pas seul. Il faut vraiment le savoir et vraiment en prendre conscience. Et donc, au final, la sécurité, ça repose vraiment sur un collectif de héros qui travaillent vraiment à la vue de tous. Et c'est vraiment l'intelligence et la puissance du collectif. Chacun son rôle, chacun ses forces au sein d'une équipe soudée dans un but de réussir une mission. Alors, bien entendu, comme tu le disais tout à l'heure, Aldric, les enjeux d'une mission de consultant sont bien moindres, si je puis dire, comparés aux enjeux d'un soldat sur le terrain en Afghanistan ou sur n'importe quel front. On est tout à fait d'accord. Mais ça reste en fait une mission et ça reste un enjeu, et c'est un enjeu bien différent. Et là où je veux appuyer aussi, c'est à la vue de tous. Ça reste très important, comme tu le disais tout à l'heure, Aldric, de savoir qu'il y a un manager qui est dans l'ombre, que quand un client parle à son consultant, il y a quand même une relation de transparence qui doit se faire. Et c'est essentiel. Et de savoir qu'il y a une personne qui est derrière ce consultant dans l'ombre, qu'on ne rencontre pas, on ne sait pas quelle est cette communication, mais on s'en doute, on se doute de ce qui peut se passer, c'est pas sain comme relation, et ça ne permet pas d'avoir une relation de confiance efficace au quotidien. Et ce manque de relation de confiance peut vraiment ternir la mission, et même peut-être même entraîner justement un échec de cette mission. Donc il y a une conséquence à tout ça. C'est qu'on ne peut pas se permettre d'attaquer des problèmes complexes en se basant juste sur les grandes compétences ou la grande expérience d'une personne. Si on veut briller, comme finalement nos yeux brillent à la vue d'une équipe de super-héros, si on veut briller, c'est au travers d'un collectif. Donc la conséquence, c'est qu'une mission, ce n'est pas la mission d'un consultant. Une mission, c'est un consultant sur le terrain, des gens en arrière-plan qui font le support. Et ça, c'est très, très important. Il faut vraiment qu'on sorte de ce paradigme de on envoie juste la bonne personne pour la mission et donc telle personne a réussi sa mission. Non. Un consultant ne réussit pas une mission. C'est le consultant, son manager, les personnes qui sont derrière. Ça va même jusqu'au côté, même la partie commerciale qui est très importante. Et c'est ça qui fait qu'une mission est réussie. Et il faut vraiment reprendre cette dimension de la collectivité dans sa globalité. C'est vraiment important. Donc, si on devait retenir qu'une seule chose, comment est-ce que l'on pourrait conclure et d'une façon que l'on pourrait même étendre finalement ces quelques éléments de réflexion, ces quelques leçons, même au-delà finalement du monde des consultants. Quel est le principe fondateur qu'on pourrait essayer de réappliquer partout? Eh bien, c'est que quand une mission comprend le terrain, donc les personnes qui sont dessus et tous les enjeux, mais aussi les personnes en arrière-plan, et donc toute l'organisation qui va derrière, qu'en amont, on a prévu toutes les décisions possibles, inimaginables, collectivement, ensemble, en prenant en compte les spécificités de toutes les parties prenantes, et que l'organisation elle est faite de telle façon qu'on puisse les déclencher à tout moment, alors on peut parler d'une mission sûre. Et c'est ça la vraie leçon. Il faut pouvoir anticiper les choses. Certes, mais il n'y a pas de boule de cristal. Donc, il faut que toutes les portes soient ouvertes. Toutes les options sont ouvertes. Donc, quoi qu'il se passe, eh bien, on sait comment réagir. On envoie des personnes en support, on fait un retrait de mission, on rajuste les objectifs de la mission, peu importe. Mais toutes ces décisions-là doivent être organisées à l'avance. Il faut qu'il y ait donc des personnes qui soient capables de porter la responsabilité de ces décisions. Et le petit bonus de tout ça, c'est que les personnes qui sont sur le terrain, si elles sont en situation de stress, quand elles ont connaissance de tout ce qui est organisé, par qui et comment ça se déclenche, ça fait des personnes qui sont beaucoup plus solides. Et là, on a des personnes qui peuvent briller. Mais une personne brille de par l'organisation qui la soutient. C'est ça. Donc, et là, je le répète, c'est quand une mission comprend le terrain et le support avec les décisions prévues collectivement et déclenchables à tout moment, alors on peut parler d'une mission sûre.
Voilà ce qu'on en a retiré de façon très synthétique, puisque bon, le but c'est de tenir en une demi-heure à peu près. Après, on peut creuser toujours le sujet plus, mais après, ce serait un peu lourd. Et donc, ce serait peut-être plus intéressant après, à partir de là, d'échanger avec vous et voir un petit peu les questions que vous pourriez avoir. Alors, juste pour la curiosité, on s'est basé sur un certain nombre d'articles, mais aussi de films pour illustrer, mais bon, qui sont intéressants malgré tout. Donc, il y a une petite bibliographie sympa qu'on pourra toujours vous partager si vous le souhaitez. Et il y a toujours des choses à retirer, et finalement, même des films parfois. Oui, même des films, de rien. Et voilà, cinéma, exactement. Étant donné qu'on est fan de cinéma, effectivement, ça s'en ressent. Mais on dit souvent que le cinéma, c'est du cinéma, mais il peut y avoir des fois des parts de réalité. Et c'est des fois très difficile de pouvoir le défendre. Très bien. Alors là, j'ai une question de Michael. Comment est-il possible d'identifier en avance de phase tous les scénarios possibles en envisageable? Beaucoup trop d'inconnus et d'épiphénomènes vont intervenir avant la fin de la mission. Alors c'est là où en fait il faut changer de perspective. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer toutes les évolutions possibles. Il n'y a pas de boule de cristal. Ça deviendrait exponentiel toutes les possibilités. Par contre, on peut découper par option de support. Oui. C'est-à-dire que plutôt que de se dire qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est quoi qu'il arrive, quels sont les différents types de soutien et de support et d'intervention que nous, en tant qu'organisation, on peut être amené à faire pour que tout se passe bien pour nos gars qui sont sur le terrain. Et des options, il n'y en a pas 250. Il y en a une, ça va être l'option de protection. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que les personnes vont avoir besoin d'être protégées temporairement. Parce qu'un certain nombre d'éléments très hostiles interviennent et peuvent les mettre en péril. Ça ne change pas la mission. Peut-être que les objectifs sont là, mais peut-être que c'est un côté, les mettre en retrait, s'assurer qu'ils sont protégés, prévoir un coin tranquille, ravitailler, peu importe. L'autre cas, c'est la mission, mais finalement, on avait anticipé que on avait besoin de tel type de compétences, tel type de personnes, avec tel type de moyens. Ce n'est pas suffisant, c'est plus compliqué que prévu. Ça veut dire qu'on doit être capable d'envoyer tout de suite du support. Et c'est là où... qui a-t-on en réserve? Est-ce que nous avons des personnes en réserve? Si ces personnes-là, on a des personnes qui n'ont pas de mission, est-ce qu'on a toute une organisation qui permet de les briefer rapidement et de les envoyer en soutien? Et surtout, de personnes qui sont en mission. Et surtout, a-t-on les bonnes personnes en soutien? Tout à fait. Exactement. Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Peut-être que finalement, il n'y a pas les bonnes personnes, et à ce moment, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va être aussi de redéfinir les enjeux de la mission, redéfinir le périmètre. Ça peut être le retrait. Ça peut être aussi faire appel à un soutien, mais pas par nous, mais par finalement des forces en présence, des alliés. Et là, ça va dépendre des relations que l'on a à l'entreprise. Et là, si on se rapporte au monde des sociétés de services, c'est là qu'on voit le caractère vital des commerciaux et surtout du travail de relation qui est fait sur la durée, tout le travail de confiance. C'est très important. En gros, il faut sortir du paradigme du client et être avec des partenaires. Exactement. Et là, c'est pas les consultants qui font ça. Non. Donc, les options, il n'y en a pas 250, mais pour chaque mission, en fonction des personnes, il faut être capable de savoir exactement, pour chaque type de décision, qu'est-ce que l'on est capable de faire ou pas, de les communiquer entre nous, et que quand une personne part en mission, que ce soit bien clair dans sa tête, les différentes options qui existent en termes de support, et comment elles sont organisées. Et c'est là où on voit le côté interaction et on retrouve l'agilité. Ces choses-là, il faut en parler. Ça, c'est très, très important. Puis, en fait, dans ce que tu dis aussi, Michael, tu parles d'épiphénomènes et d'inconnus. Oui, je suis d'accord avec toi. On peut pas penser à tous les types d'inconnus, c'est impossible. Le cristal, pas possible, on n'est pas des voyants. En revanche, le fait d'avoir pensé
au préalable, au lancement de la mission, collectivement, de par les expériences de chacun et les domaines de prédilection de chacun, on peut imaginer des problèmes dits génériques. Qu'est-ce qui se passe si le DSI n'est plus notre sponsor? Parce que en fait, après, ça peut se découper. Par exemple, le DSI a décidé que on ne ferait plus d'agilité. Du coup, il ne devient plus notre sponsor. Donc en fait, voilà, il y a des problèmes génériques qui vont demander des réponses génériques et des actions génériques. Et on peut s'y adapter. Mais c'est aussi l'intérêt du support et d'avoir un support en permanence, c'est que quand il y a un élément auquel on n'a pas pensé, eh bien, il y aura quand même le support qui sera là pour aider et pour trouver une solution. Voilà. Et ça réclame vraiment d'en parler avant et vraiment d'expliciter le cadre. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui finalement est, alors ça va être le paradoxe, mais victime de l'heureux événement d'une naissance, donc jeune papa ou jeune maman, que bon, certes avec les congés paternité ou maternité, quand on rentre, il y a des périodes où on peut avoir des soucis sur le nombre d'heures de sommeil parce que l'enfant se réveille régulièrement. On n'est pas au top de ses moyens. Les personnes ne sont pas des machines. Pour des raisons X ou Y, elles peuvent ne pas être au top de leur forme et de leur performance. Comment ça se gère? Et là, on peut se raccrocher au rôle supplémentaire de Scrum. Il y a le Scrum Master qui est le facilitateur, mais il y a aussi le manager. Mais est-ce que, par exemple, ce type de questions-là ont été anticipées et comment, finalement, ça s'organise entre le manager et le Scrum Master? Et là où on a à apprendre, finalement, d'organisation de la Navy, c'est qu'il faut en parler avant. Et comme ça, on sait exactement qui fait quoi, qui est le backup de qui. On ne peut pas juste se reposer sur le Scrum Master, parce que le Scrum Master, lui, à un moment, il prend des vacances, comme le manager, et ainsi de suite. Mais en attendant, quelqu'un qui est dans la détresse, c'est dans l'instant, c'est tout de suite. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que quelqu'un qui est sur le terrain, quand il a besoin d'aide, c'est dans l'immédiateté. Et c'est ça où la Navy a un vrai réalisme. Et ça, on peut vraiment s'en inspirer. Très bien. Alors, Mickaël, effectivement, tu disais que tu n'as pas connu ce genre de réunion spécifique pour identifier l'ensemble des options et de replis en avance de phase. Oui, c'est pour ça qu'on le conseille. Et du coup, est-ce qu'il existe un template avec notre recul des grandes options génériques? Alors, oui. Il en existe un. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réflexion-là, c'est 4 ans de réflexion et d'expérimentation. J'ai un template qui permet d'amorcer toutes les questions à se poser dans le cadre d'un dialogue pour vraiment définir ça et aller jusqu'à l'étape où, OK, dans ce qu'on a décrit, évalué, et ainsi de suite, et avec un système de management visuel, est-ce que tu es à l'aise pour partir dans ta mission de façon sereine? Parce qu'aucun cadre n'est parfait. Hein. De toute façon, le risque zéro n'existe pas. On ne peut pas tout anticiper, justement, comme tu le disais tout à l'heure, Mickaël. Mais par rapport à ce qu'au dispositif en place, est-ce qu'on a un certain niveau de sérénité? Et donc, est-ce que, finalement, avec ce qui est prévu, est-ce qu'on atteint cette notion de sécurité psychologique? C'est là où ce genre de dialogue est intéressant. Alors, je ne l'ai pas partagé ce soir avec Franck parce que ça allait être très long et je ne voulais pas trop spécialiser ça. On a quand même bien teinté avec la notion de société de service et je voulais plutôt arriver à la fin sur le principe fondamental où on peut essayer de le réappliquer partout. Par contre, si tu le souhaites, on pourra discuter sur cette formalisation-là qui existe. Donc, il y a un document qui est réutilisable que j'ai expérimenté. Mais par contre, il faut un peu d'habitude. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que être dans un cadre où on prévoit tout, ça peut être anxiogène et ça peut mettre très mal à l'aise les gens. On parlait des Black Ops. Vous savez, ces personnes qu'on lâche, on les met en début de mission, on les laisse tranquilles et on les récupère à la sortie. Mais vous savez, il y a des gens, ça leur convient très bien. Et ça, il faut le respecter. Par contre, ça veut dire qu'il faut prendre en compte les risques inhérents. Et ça peut se gérer sur des missions courtes, par exemple. Pas sur des missions de longue durée, ainsi de suite. Mais justement, ce dialogue-là, il est possible. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Alors, Loïc.
Le back briefing, l'équivalent du REX dans les forces spéciales, tout à fait. Nécessaire après chaque mission pour faire un point d'équipe, pour recréer des liens qui sont parfois distendus à cause des situations imprévues. Beaucoup de similitudes entre les deux organisations, c'est vrai. On fait beaucoup de aussi dans les ESN. On fait quand même des REX quand il y a une mission qui se termine. On appelle aussi plus vulgairement le post-mortem, la réunion post-mortem. Effectivement, c'est avec ce genre de réunion et de retour d'expérience qu'on arrive à créer un template par la suite pour pouvoir se dire, OK, on va apprendre de ce qu'on a vécu et on va proposer justement d'améliorer notre template pour pouvoir justement mieux préparer les missions suivantes. Ouais. Et en fait, souvent, il y a une confusion entre cadre et rigidité. Oui. Alors, quand on est dans le métier du coaching, on arrive à bien faire la distinction parce que la nature du métier de coach, c'est de faire un cadre qui permet de redonner plus de liberté aux gens. Mais ce n'est pas dans la culture courante, surtout en France, où on est habitué à avoir des cadres, mais des cadres très restrictifs et qui essaient finalement de faire en sorte que le déroulement ne puisse se faire que d'une seule façon. Et ça ne marche pas. Et la Navy, au final, oui, il prévoit tout, il cadre tout, mais il cadre tout pour pouvoir réagir à tout. C'est ça. Et c'est ça qui va être intéressant. C'est avoir cette culture de se retrouver ensemble, réfléchir ensemble, pour avoir un cadre où on se sent serein pour attaquer le challenge de front collectivement. Une fois qu'on met ça en place, eh bien, j'aurais tendance à dire, on a toutes les cartes pour avoir l'impact maximum. Exactement. C'est vraiment tout l'enjeu. On dit souvent que l'agilité, c'est la conjonction de la flexibilité et de la discipline. Mais la discipline, c'est une connotation négative. Et en fait, cette discipline, elle est sur la définition du cadre et le respect du cadre. Mais par contre, comme ce cadre, il a été co-construit, il a été parfaitement assimilé, les gens le maîtrisent parfaitement, ils savent que ce cadre-là, c'est juste leur soutien. Et qu'en fait, le reste, ils ont énormément d'initiatives. Et sur le terrain, vous vous doutez que de toute façon, les soldats ne peuvent pas faire autrement que d'avoir un maximum d'initiatives. Oui, c'est obligé, par la nature de leur enjeu. Exactement. Et c'est vrai pour nous aussi, quelque part. Il faut qu'on ait un maximum d'initiatives parce qu'on s'adresse à des problèmes complexes. Tout à fait. Alors, est-ce que nous avons d'autres questions? Je regarde un peu le chat aussi. Ouais, je crois que c'est bon. Il n'y a pas eu d'autres questions. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas. Bah, écoute, avec plaisir, Loïc. Loïc. Content de ton retour. Voilà, en tout cas, moi personnellement, je suis très content d'avoir pu partager ça. C'est sympa d'avoir un espace pour partager ce genre d'éléments, ce genre de veille qui sortent un petit peu l'ordinaire, qui ne sont pas forcément des choses qui s'appliquent à ce que l'on fait en mission, mais qui nous donnent voilà, des pistes de réflexion pour aller plus loin, peut-être abattre certaines croyances et prendre plus de recul sur les choses. Donc moi personnellement j'étais ravi, c'est un sujet qui m'intéresse de toute façon depuis des années. Franck, voilà, de toute façon on l'a fait tous les deux, c'était très sensible aussi à ce sujet. Oui. Donc franchement, merci beaucoup d'avoir été là. Parce que pour nous c'est que du bonheur d'avoir cette chance de partager ça avec vous. Avec plaisir, Audrey. Merci à tous vraiment d'avoir participé, de nous avoir écoutés pendant ces 3 quarts d'heure. Et puis, à très vite, bientôt, j'espère, pour d'autres conférences sur des thèmes vraiment basés sur l'humain et sur comment les consultants peuvent vivre leur quotidien. Je vais reprendre la parole juste pour conclure. Merci à vous deux, c'était très intéressant. Alors, vous pouvez retrouver le replay là, qui va être mis en ligne juste après. Là. Je vous invite aussi à revoir les 2 autres replays des 2 autres soirées. Et puis, pour la suite d'Agile Night, je vous ai mis un petit lien Twitter là, du compte officiel de Hippon Technologies. Il va très certainement avoir une autre Agile Night, d'autres Agile Night en 2021. On n'a pas encore la date exacte. Et voilà. Et puis, n'hésitez pas aussi à remplir l'outil si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous dis à très bientôt. Voilà. À bientôt à tous et merci encore.
Bonne soirée. À bientôt. À bientôt.